Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo explorant le thème de l'horrifique par le prisme de la philosophie et de l'art en prenant la forme d'un mème iceberg. Est employé ici le terme de mème pour parler de tout type d'éléments culturels, images, sons, textes, partagés sur internet qui possèdent un potentiel de réappropriation et détournement sans limite, souvent un but humoristique et ou informatif. Dans un second temps, le mème iceberg est un format lui défini par l'utilisation d'une photo spécifique de la vue latérale d'un iceberg. Cette image est propice à la graduation par strates de connaissances sur n'importe quel sujet, en allant de connaissances grand public au sommaire de l'eau de l'iceberg, à des faits plus obscurs au niveau intermédiaire, jusqu'aux profondeurs où peuvent être abordées des théories, secrets ou éléments ésotériques, souvent inconnus ou alors controversés. Le mème iceberg explore la plupart du temps des sujets autour des jeux vidéo, des films, des théories du complot ou de l'horreur. En effet, la descente vers les eaux sombres et opaques sous l'iceberg laisse souvent l'imagination l'associer à des sujets de plus en plus mystérieux, glauques ou violents. Ici, le principe est de plonger ensemble dans des concepts philosophiques horrifiques, graduellement plus abstraits au fur et à mesure de notre descente. Seront également mises en lien avec ces concepts des œuvres visuelles, cinématographiques ou interactives comme les jeux vidéo. Première strate, l'horreur classique et le surnaturel. Aristote et la catharsis, issue de Poétique, 4e siècle avant Jésus-Christ. Catharsis, concept aristotélicien issu de la poétique, désigne la purification des émotions, peur, pitié, angoisse, par le biais de la tragédie. Assister à un déchaînement de violence permet ainsi au spectateur de faire preuve de mesure. Dans l'horreur surnaturelle, cet effet est particulièrement puissant car l'irrationnel et l'inexplicable incarnent nos angoisses les plus profondes, la mort, l'inconnu, la malédiction ou la possession. L'horreur surnaturelle dans l'art fonctionne comme une catharsis en matérialisant l'indicible. Elle donne une forme à nos angoisses, nous permettant ainsi de les contempler, de les affronter et, paradoxalement, de mieux les apprivoiser. Edmund Burke et le sublime. Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, 1757. Sublime désigne une expérience esthétique mêlant fascination et terreur. Contrairement au beau, qui est esthétique et plaisant, le sublime naît de ce qui dépasse l'entendement humain, ce qui est immense, puissant, terrifiant, mais aussi exaltant. Dans l'horreur, le sublime se manifeste par des forces qui nous écrasent comme le surnaturel. L'art horrifique nous plonge ainsi dans une confrontation avec ce qui dépasse l'humain, nous procurant une jouissance paradoxale où l'effroi devient exaltant. L'horreur sublime, selon Burke, nous confronte à l'immensité du mystère, au vertige de l'inconnu et à la puissance du mal. Nous sommes effrayés, mais nous ne pouvons détourner le regard, fascinés par la beauté du cauchemar. Immanuel Kant est le sublime dynamique, dans Critique de la faculté de juger, 1790. Kant, lui, différencie deux formes de sublime. Le sublime mathématique, ce qui est infiniment grand et dépasse notre imagination, par exemple l'immensité de l'univers, l'inconnaissable, ou alors le sublime dynamique, ce qui est terrifiant et potentiellement destructeur, mais que nous contemplons sans réel danger. Exemple, les tempêtes, les abysses, les forces cosmiques. Dans l'horreur, le sublime kantien naît de l'affrontement entre la peur et notre capacité à en triompher intellectuellement. L'art horrifique nous place face à des forces qui nous dépassent, mais nous permet paradoxalement d'éprouver une maîtrise émotionnelle en contemplant l'horreur depuis une distance esthétique. Arthur Schopenhauer est le sublime tragique, dans Le monde comme volonté et comme représentation, 1819. Schopenhauer, lui, voit dans le sublime un moyen de suspendre la volonté, c'est-à-dire notre attachement au désir et à la peur de la mort. En ce sens, l'horreur sublime plonge le spectateur dans une expérience de dépassement où l'effroi et la fascination nous arrachent au monde quotidien pour nous confronter à l'absurdité et l'inéluctabilité de l'existence. Wilhelm Wöhringer et l'angoisse gothique, dans Abstraction et empathie de 1908. Le gothique exprime une angoisse existentielle à travers l'ornementation excessive et les formes distordues. Wöhringer développe l'idée que l'art n'est pas seulement une expression du beau, mais aussi une réaction psychologique face au monde. Il oppose deux tendances. L'art de l'empathie, où l'homme se sent en harmonie avec le monde et crée des formes organiques, fluides, naturalistes. Et l'art de l'abstraction, où l'homme ressent une angoisse profonde face au chaos du réel et cherche à échapper par des formes rigides, surnaturelles, géométriques ou figées. Le gothique, selon Wöhringer, est l'expression parfaite de cette seconde tendance. Il traduit une angoisse existentielle où l'homme, perdu dans un univers hostile, tente de s'élever vers une réalité supérieure. L'horreur surnaturelle, dans cette optique, ne cherche pas à représenter le monde tel qu'il est, mais à matérialiser nos peurs profondes sous forme d'entités ténébreuses, d'architecture oppressante et d'événements inexpliqués. Noël Carroll est la fascination pour le monstrueux, dans La philosophie de l'horreur, 1990. La fascination pour le monstrueux repose sur une esthétique de la curiosité où l'on peut voir ce qui nous effraie. Selon Noël Carroll, l'horreur fonctionne sur un double mouvement de répulsion et de fascination. Contrairement à la peur ordinaire où nous cherchons à fuir la menace, l'horreur nous attire précisément parce qu'elle nous trouble. Cette fascination repose sur un élément clé, le monstrueux, qui transgresse les catégories établies et défie notre compréhension du monde.
Carroll décrit le monstre horrifique comme une anomalie cognitive, une entité qui ne rentre dans aucune case de notre pensée rationnelle. Le monstre brise l'ordre naturel. Il est à la fois mort et vivant, humain et inhumain, physique et spectral. C'est cette ambiguïté qui nous hante et qui, paradoxalement, nous pousse à en savoir plus. Dans l'art horrifique, et en particulier dans les œuvres explorant le surnaturel, cette dynamique est omniprésente. Nous consommons ces œuvres non malgré la peur, mais parce que l'angoisse qu'elles génèrent stimule notre curiosité, nous forçant à chercher des explications, à percer l'inconnu. Julia Kristeva est l'abject, issu de Pouvoir de l'horreur, 1980. L'abject est ce qui brouille les frontières entre le soi et l'autre, notamment les fluides corporels, la putréfaction ou les mutations organiques. L'abject, selon Julia Kristeva, désigne ce qui trouble les frontières entre le moi et le non-moi, entre le propre et l'impur. Il provoque un rejet viscéral, une répulsion mêlée de fascination, car il menace notre identité et notre ordre symbolique. L'abject se manifeste dans les fluides corporels, la putréfaction, la folie, ou encore la perte de contrôle du corps et de l'esprit. À travers le body horror, l'horreur exploite l'abject en montrant toutes sortes de fluides, ce qui répugne et menace l'intégrité du corps et de l'esprit. Henri Fuseli, 1741-1825. Fuseli est un peintre suisse-britannique. C'est une figure majeure du romantisme noir et de la peinture horrifique. Son travail, notamment Le Cauchemar de 1780, explore les terreurs psychiques et surnaturelles avec une esthétique théâtrale et gothique. À travers des figures tourmentées, des créatures démoniaques et des scènes d'oppression nocturne, il incarne une horreur à la fois classique par son style académique et surnaturelle par ses thèmes, jouant sur l'ambiguïté entre rêve et réalité. Ses tableaux emploient le clair-obscur afin de créer une ambiance sombre et inquiétante, des matérialisations de cauchemars et créatures effrayantes, sublimées par une mise en scène théâtrale. Chez Fuseli, l'horreur ne vient pas uniquement d'une menace extérieure, mais de l'intérieur du psychisme. Ces créatures surnaturelles sont souvent liées à l'état de sommeil ou d'hallucination, suggérant que la vraie terreur vient des pensées cachées et des pulsions refoulées. Nosferatu, 1922, 1979 et 2024. Chacune de ces versions conserve une angoisse profondément enracinée dans l'horreur classique et surnaturelle, tout en adaptant son style à son époque. Au travers de l'histoire, et surtout à travers ces 3 films, Nosferatu symbolise beaucoup de concepts horrifiques. Par exemple, dépasser l'humanité, le pouvoir de l'étrange sur le réel, la peur de l'inconnu, la perte d'explication rationnelle par le surnaturel, ou aussi le poids de l'éternité, la solitude, malédiction, prisonnier de l'immortalité. Ça représente aussi la dualité entre l'homme et le monstre, une entité ancienne dont la seule existence défie les lois du monde humain, ou encore les pulsions primitives. Film par film, la version de 1922 peut symboliser la maladie et le chaos, celle de 79, la solitude et la fatalité, alors qu'en 2024, on peut y voir un symbolisme de l'horreur primitive et réaliste. Nosferatu est une figure de vampire qui évolue, d'un fléau inhumain, mais pourtant une créature tragique qui ne perd jamais son aura de menace surnaturelle. Ringu de Hideo Nakata, 1998. Ringu est un modèle d'horreur surnaturelle et classique, une œuvre qui s'enracine dans des traditions culturelles japonaises liées aux esprits vengeurs, les yurei, et à la fatalité. Malédiction d'une vidéo hantée, une tension psychologique et une inquiétante étrangeté. La cassette vidéo maudite se transmet comme un fléau. Cycle sans fin de malédiction et de mort, le film établit une logique où on ne peut ni échapper à la malédiction, ni rompre son cours. Ringu fait appel à des éléments de l'horreur gothique classique. Des décors intérieurs sombres, des pièces froides et vides, et des scènes souvent tournées dans une lumière tamisée, créant une sensation de claustrophobie et d'isolement. L'atmosphère est étouffante, il y a une utilisation subtile du hors-champ où la peur s'installe lentement, autant portée par des éléments de suggestion que par l'affrontement direct. L'inquiétante étrangeté dans Ringu découle d'une malédiction insidieuse où l'ordinaire, dont la vidéo ou la télévision, devient le vecteur d'une peur irrationnelle et où la frontière entre le réel et le surnaturel s'effondre. Pity de Kojima Productions 2014. Pity est une démo interactive servant à la promotion du jeu Silent Hills. C'est une simulation de marche à travers un couloir infini, à la présence de fantômes et événements horrifiques. Pity contient le corpus classique de l'horreur, portes et mobilier qui bougent sans explication, des apparitions ou hallucinations, des entités, le contraste entre les ténèbres et la lampe torche. À la manière du sublime dynamique d'Immanuel Kant, le danger semble omniprésent, mais le joueur reste en sécurité derrière l'écran, contemplant la menace sans y être physiquement exposé. Du côté de l'angoisse gothique, l'architecture tordue du gameplay répétitif et les distorsions de la réalité rappellent une esthétique gothique et un malaise existentiel. L'envie d'avancer malgré la peur, la curiosité morbide face aux apparitions à l'environnement changeant, illustrent l'attrait du joueur pour l'horreur, comme par la fascination pour le monstrueux de Noël Carroll. Deuxième strate, l'horreur sociale de notre immuable condition. Karl Marx et l'aliénation, issu de Les Manuscrits, 1844. L'aliénation, concept polysémique qui désigne selon Karl Marx la séparation de l'individu avec son essence humaine dans une société capitaliste. Il identifie 4 formes principales d'aliénation du travailleur.
Aliénation du produit. Le travailleur ne possède pas ce qu'il produit. Aliénation du processus de travail. Il exécute un travail répétitif, sans contrôle ni créativité. Aliénation de soi-même. Il est dépossédé de son humanité et réduit à une machine productive. Aliénation sociale. Il est séparé des autres et plongé dans une société de compétition plutôt que de coopération. L'horreur sociale dévoile les mécanismes d'aliénation qui nous hantent au quotidien. Albert Camus et l'absurde. Issu de Le mythe de Sisyphe, 1942. L'humain est condamné à chercher du sens dans un monde qui n'en a pas. L'absurde naît de la confrontation entre le désir humain de sens et un monde qui en est dépourvu. Décrit dans Le mythe de Sisyphe, où l'homme prend conscience de l'absurdité de son existence, coincé dans un besoin d'ordre et un univers indifférent. Face à cela, 3 réactions sont possibles. Le suicide, refus de l'absurde, le refuge dans une illusion de sens, religion, idéologie, ou l'acceptation lucide de l'absurde, incarnée par la révolte. L'horreur sociale illustre ainsi l'absurde, en confrontant ses personnages à des systèmes dénués de logique ou d'issue, où toute tentative de compréhension ou d'évasion ne fait qu'aggraver leur sort. Hannah Arendt et la banalité du mal. Issu de Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, 1963. La banalité du mal désigne une forme de mal qui ne résulte pas d'une intention diabolique, mais d'une obéissance aveugle à un système ou à ses ordres. Elle développe ce concept en analysant le procès d'Eichmann, un bureaucrate nazi qui, plutôt que d'incarner un monstre sadique, se révèle comme un simple exécutant, appliquant des règles sans réfléchir aux conséquences humaines. Cette idée souligne que le mal peut être commis par des individus ordinaires, insérés dans une mécanique institutionnelle déshumanisante. L'horreur sociale, en révélant comment souvent des systèmes normalisent la violence et la cruauté, rappelle que le mal n'est pas toujours spectaculaire ou monstrueux. L'horreur se cache souvent dans les structures de la vie quotidienne, où chacun, en obéissant sans questionner, en devient complice. Pierre Bourdieu et le déterminisme. Le déterminisme social repose sur l'idée que les individus sont largement façonnés par leurs habitudes, donc l'ensemble de dispositions inconscientes héritées de leur milieu social, et par les structures sociales qui conditionnent leurs choix, aspirations et trajectoires. Loin d'être totalement libres, les individus sont influencés par leur capital économique, culturel et social, ce qui limite leurs possibilités d'ascension ou de transformation sociale. L'horreur met souvent en scène des personnages pris au piège de structures sociales qui les condamnent à un destin inéluctable, semblable tout comme nous sommes conditionnés par des structures invisibles qui dictent notre place dans la société. Franz Kafka est la désintégration de l'individu, issue de La Métamorphose, 1915, et Le Procès, 1925. La désintégration de l'individu renvoie à la perte de contrôle, d'identité et d'autonomie face à des forces absurdes et oppressantes, comme la bureaucratie, la société, le destin. Ce concept est développé dans ces œuvres qui mettent en scène des personnages confrontés à un monde indifférent, où leur individualité s'efface dans un système inhumain. L'horreur sociale illustre l'angoisse kafkaïenne de l'individu qui n'est plus qu'un rouage insignifiant dans un monde absurde, privé de toute possibilité de révolte ou d'évasion. Sue Ko. Cet artiste illustre les violences systématiques du capitalisme, l'exploitation des travailleurs et des animaux, ainsi que les inégalités sociales, exposant la mécanique cruelle du monde industriel et la déshumanisation des individus opprimés par l'économie du marché. Ses travaux floutent les frontières entre le rapport humain et animal. Il est possible de faire un lien avec Karl Marx et l'aliénation du travail, où l'ouvrier d'abattoir est déshumanisé, enfermé dans un système où il ne contrôle ni sa production, ni son destin. Parasite, de Bong Joon-ho, 2019. Le film met en place une opposition entre les riches et les pauvres, à travers la famille Kim, qui s'infiltre progressivement dans le quotidien de la famille Park. Mais au lieu d'une satire légère, le film dérive lentement vers une tension oppressante où la lutte des classes devient une forme d'horreur insidieuse. L'horreur naît du fossé infranchissable entre ces mondes, où les plus pauvres doivent littéralement vivre sous les riches, dans l'ombre. Le sous-sol caché et l'appartement insalubre des Kim symbolisent la précarité et l'invisibilisation des classes populaires. Par rapport à Karl Marx et la lutte des classes, les Kim et les autres employés des parcs s'affrontent pour survivre, reflétant un système où les plus précaires se battent entre eux au lieu de s'unir contre l'élite. Il y a également un lien avec Pierre Bourdieu et la reproduction sociale. Les parcs ne sont pas meilleurs que les Kim, mais leur statut se perpétue grâce à leur capital économique et culturel. La famille Kim pense pouvoir manipuler les parcs à son avantage, mais ils restent des pions dans un système qui les dépasse. Le film conclut sur l'absurdité du cycle social, où toute tentative d'ascension est condamnée à l'échec, voire la mort. Get Out, de Jordan Peele, 2017. Chris, un jeune homme noir, est invité à rencontrer la famille de sa petite amie blanche dans une luxueuse maison de campagne. Ce qui commence comme un simple gêne face aux attitudes paternalistes de ses hôtes bascule progressivement dans une horreur totale, révélant une forme de domination insidieuse où le contrôle ne passe plus par l'oppression brute, mais par la manipulation psychologique et physique, voire ésotérique et surnaturelle. En suivant la désintégration de l'individu de Franz Kafka, l'homme noir se retrouve comme une bête de foire, un individu perçu comme intrinsèquement différencié, jusqu'à être décrit comme une mode par l'un des riches participants aux retrouvailles bourgeoises. Peu importe ses actions, Chris est déjà piégé dans un système qui le voit uniquement comme une ressource à exploiter. Tout est déjà prévu, c'est un plan. Get Out représente un monde où la société de l'oppression a changé de visage.
Contrairement à une ségrégation explicite, les oppressants affichent un progressisme de façade, tout en réduisant Chris et d'autres victimes à de simples corps à exploiter. L'horreur vient également du fait que le racisme ne s'exprime plus que par l'exclusion, mais aussi par une appropriation hypocrite et malfaisante. The Closing Shift, par le studio Chilla's Art 2022. The Closing Shift reprend l'histoire d'une jeune barista travaillant seule lors du service de nuit. Il n'y a pas de monstre ou d'entité surnaturelle, mais une peur profondément ancrée dans la réalité prend place. C'est celle d'être une femme seule dans un environnement vulnérable, confrontée à l'indifférence sociale et au harcèlement. Son emploi de service la force à être polie et à interagir avec des clients qui deviennent oppressants sans possibilité de s'en protéger. Dans le jeu, on fait face à une confrontation à un harceleur, un stalker, où aucune issue ou fin du jeu n'est bonne. Pour la protagoniste, l'isolement et l'absence de protection font partie intégrante de son quotidien, ce qui la rend vulnérable. Elle est exploitée par son travail. Son emploi illustre la précarité des travailleurs de service, souvent obligés d'accepter des conditions dangereuses pour survivre. La protagoniste subit également une double oppression, à la fois en tant que travailleuse et en tant que femme exposée à une menace constante, comme théorisé par Simone de Beauvoir et la condition féminine. Malgré ces différents endings, le jeu a une fin inéluctable. La peur des femmes n'est pas irrationnelle, elle est fondée. Toutes ces fins montrent que la protagoniste n'avait aucune chance d'échapper à la menace. Contrairement au récit classique où la victime peut s'en sortir en prenant de bonnes décisions, The Closing Shift met en scène une terreur systémique. La peur des femmes n'est pas un fantasme paranoïaque, elle est une réponse logique à un monde qui les expose à des dangers réels, sans protection adéquate. Troisième strate, l'horreur comme reflet de l'inconscient et le malaise. Sigmund Freud et l'inquiétante étrangeté. Issu de L'inquiétante étrangeté, 1919. L'Unheimlich désigne une sensation d'angoisse née de quelque chose qui est à la fois familier, mais étrangement dérangeant. Ce sentiment naît souvent du retour du refoulé, désirs inconscients, traumatismes, ou de la rupture d'une distinction fondamentale, par exemple entre le vivant et l'inanimé, le soi et l'autre, la réalité, le rêve. L'horreur qui en découle n'est pas explicite, mais subtile et psychologique. Elle crée un malaise profond. Les œuvres horrifiques exploitent notre peur du dérèglement de l'ordinaire, en nous confrontant à une horreur qui surgit du familier, révélant de ce qui était enfoui dans l'inconscient. Freud et l'interprétation des rêves. Selon Freud, les rêves sont l'expression déguisée de désirs inconscients refoulés. Ils fonctionnent par des mécanismes comme la condensation, plusieurs éléments fusionnent en un seul, le déplacement, un affect est transféré sur un objet secondaire, la symbolisation, des images cachent des pulsions refoulées, ou alors l'élaboration secondaire, où le rêve tente de se rendre cohérent pour masquer son véritable sens. Les rêves sont donc une voie d'accès à l'inconscient, où les conflits psychiques prennent une forme cryptée. L'horreur s'inspire souvent de la logique onirique, mettant en scène nos rêves et leurs visions cauchemardesques, révélateurs de la véritable nature de notre psyché. Freud et la structure psychique. La structure psychique, selon Sigmund Freud, est divisée en 3 instances. Le ça, siège de pulsions primitives, désirs inconscients et instincts, plaisir, agressivité, sexualité. Le moi, médiateur entre le ça, le surmoi et la réalité, cherchant un équilibre entre désir et contrainte. Et ainsi, le surmoi, instance morale et normative, intériorisation des interdits sociaux et parentaux. Le conflit entre ces forces est source d'angoisse et peut mener à des névroses si le refoulement des désirs du ça est trop intense. L'horreur explore souvent ces tensions internes en mettant en scène des conflits entre pulsion, contrôle et répression. Carl Jung et l'ombre. Chaque individu porte en lui une part sombre, un double cachet qui contient ses instincts les plus inavouables, la face obscure de la psyché que nous craignons d'affronter. L'ombre est l'un des principaux archétypes décrits par Carl Gustav Jung dans le cadre de sa psychologie analytique. Semblable au ça de Freud, il est l'aspect refoulé et inconscient de notre psyché, composé de désirs, pulsions et traits de personnalité jugés inacceptables par la conscience. L'ombre représente tout ce que nous nions en nous-mêmes. Accepter et intégrer son ombre est essentiel au processus d'individuation selon Jung. L'horreur psychologique met en lumière la lutte entre le conscient et l'inconscient, révélant que l'horreur la plus terrifiante n'est pas extérieure, mais réside en nous-mêmes. Henri Bergson et la perception du temps. La perception du temps, selon Henri Bergson, repose sur la distinction entre le temps objectif, mesurable, linéaire, scientifique, qui segmente la durée en instants distincts, et la durée subjective, expérience intime du temps, qui est fluide, continue et qualitative. Bergson souligne que notre conscience vit le temps non comme une suite d'instants fixes, mais comme un flux ininterrompu où souvenirs, émotions et perceptions s'entrelacent. L'horreur emploie souvent ce principe, manipulant la perception du temps pour créer une expérience troublante, où passé, présent et futur se mélangent en brouillant toujours plus la frontière entre perception et réalité. Maurice Merleau-Ponty et le corps comme expérience. Pour Merleau-Ponty, le corps n'est pas un simple objet physique, mais le point d'ancrage de notre perception du monde. Il définit l'être au monde. Nous n'habitons pas le monde de manière purement intellectuelle, mais à travers notre expérience corporelle, nos sensations et nos mouvements. Le corps est donc le centre de notre relation à l'espace, au temps et aux autres. L'horreur aime perturber et jouer avec notre expérience incarnée pour générer l'angoisse.
Elle exploite la confusion sensorielle, la perte du contrôle du corps et l'altération de la perception pour nous immerger dans une horreur viscérale. Edvard Munch, 1863-1944. Entre symbolisme et expressionnisme, imprégné d'une certaine tension, ses œuvres explorent les recoins les plus sombres de la psyché, puisant dans ses propres questionnements existentiels. Une vision de l'horreur intérieure plutôt que spectaculaire. Le Cri, de 1893, est une représentation universelle de la peur, sans cause identifiable, une angoisse pure où le personnage principal semble absorbé par son propre hurlement intérieur, tandis que le monde autour de lui se distord sous l'effet d'une crise existentielle. L'horreur chez Munch repose sur un glissement subtil du quotidien vers l'étrange. Les figures humaines semblent vidées de leur humanité, les lieux sont distordus, la perception est troublée, plongeant le spectateur dans un état de malaise diffus. Il est possible d'établir un lien avec Carl Jung et l'ombre, où les œuvres de Munch expriment la face sombre de la psyché humaine, notamment à travers des figures fantomatiques ou hurlantes qui incarnent des angoisses profondes. Tout autant pour Freud et la structure psychique, Le Cri et d'autres œuvres illustrent un conflit intérieur où les pulsions incontrôlables, le ça, se heurtent à l'angoisse du moi et aux normes du surmoi. Midsommar de Ari Aster, 2019. Dans ce film, l'horreur est dans le déconditionnement progressif de l'héroïne. Le film joue sur des images lumineuses et oniriques, ce qui renforce le malaise. La terreur ne vient pas du noir, mais de l'éclat d'un soleil qui ne se couche jamais, qui peut être perçu comme une métaphore d'une psyché exposée à elle-même. En suivant l'inquiétante étrangeté de Sigmund Freud, on peut voir un film où une recherche de familier se perd et laisse place au dérangement de l'étrange complètement. Les rituels du village Harga semblent d'abord exotiques et fascinants, mais peu à peu, ils révèlent leur étrangeté sous un vernis d'hospitalité. Cette lente immersion crée une progression insidieuse du malaise, où ce qui paraît étrange devient peu à peu familier et vice-versa. On voit Dani, la protagoniste, traumatisée par la mort brutale de sa famille. Cette perte la laisse dans un état de vulnérabilité et de solitude, ce qui la rend plus réceptive aux influences extérieures. Analogique au concept de l'ombre de Carl Jung, le film met en scène la confrontation avec des pulsions refoulées, notamment chez Dani. Dani oscille entre le ça, trauma et chagrin incontrôlable, le moi, tentative de s'intégrer à la communauté, et le surmoi, la culpabilité et les pressions sociales, jusqu'à son abandon final au rite païen. Hérédité, Ari Aster, 2018. Hérédité est une œuvre d'horreur psychologique où la terreur ne repose pas sur des jumpscares traditionnels, mais sur une descente progressive dans la folie et la fatalité. Le film explore la transmission de traumatismes familiaux, l'inéluctabilité du destin et le pouvoir destructeur de l'inconscient, créant une horreur oppressante ancrée dans la psyché humaine. Le film traite le deuil comme un processus cauchemardesque où la perte se transforme en une possession. La frontière entre réalité et hallucination se dissout progressivement, plongeant le spectateur dans un état de malaise croissant. Hérédité possède une profondeur scénaristique, car l'horreur ne vient pas seulement des événements surnaturels, mais également de l'impression que tout est déjà écrit. L'individu n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Freud parle du retour du refoulé, où les traumatismes et les désirs inconscients finissent toujours par ressurgir. Dans Hérédité, les souffrances familiales refont surface sous forme d'événements horrifiques, montrant que ce qui n'est pas affronté consciemment revient sous une forme plus violente. Le quotidien, censé être sécurisant, se transforme lentement en cauchemar dont il est impossible de s'échapper. Par rapport à la structure psychique de Freud, Annie, mère de famille du film, est déchirée entre le ça, le trauma, la pulsion de destruction, le moi, la tentative de compréhension, et le surmoi, les attentes familiales et sociales. Son refoulement finit par exploser de manière terrifiante dans le film. Tout comme théorisé par Maurice Merleau-Ponty, le film fait preuve du corps comme expérience. Des transformations corporelles marquantes, possession, mutilation, perte de contrôle physique. Layers of Fear, de Bluebird Team 2016, est un jeu où l'on explore un manoir hanté peuplé de tableaux en mouvement, inspiré de Goya, Bacon et Dali, une horreur psychologique où l'art devient un miroir du traumatisme. Le jeu plonge le joueur dans l'esprit tourmenté d'un peintre en quête d'une œuvre parfaite, brouillant les frontières entre la réalité et la psyché. À travers un traitement artistique sophistiqué, le jeu propose une horreur immersive où l'esthétique, la folie et la tragédie se mélangent dans un labyrinthe sensoriel oppressant. À mesure que l'histoire progresse, les tableaux se distordent, les couleurs dégoulinent, l'esthétique devient grotesque et dérangeante, illustrant la transformation mentale du personnage. Par rapport à Henri Bergson et la perception du temps, dans le jeu, le temps est altéré, non linéaire, avec des retours en arrière et des distorsions mémorielles qui enferment le personnage dans un cycle de folie et de répétition. Quatrième et dernière strate, l'horreur métaphysique et la perte de repères. H.P. Lovecraft et l'horreur cosmique. L'horreur cosmique repose sur l'idée que l'univers est froid, indifférent, régi par des forces incompréhensibles qui dépassent l'entendement humain et qu'il ne peut donc pas maîtriser. Contrairement à l'horreur traditionnelle centrée sur le mal moral ou surnaturel, Lovecraft met en scène des entités anciennes et titanesques, non moraux, ni bons ni mauvais,
dormant dans d'autres dimensions ou dans des recoins oubliés du cosmos dont l'existence même menace la raison. L'angoisse vient du vertige métaphysique, de l'insignifiance de l'humanité et de l'impossibilité de comprendre ce qui dépasse nos perceptions. Citation, « La chose la plus miséricordieuse en ce monde, je crois, c'est l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il contient. » Issu de L'Appel de Cthulhu, 1928. L'horreur devient alors une crise de lucidité, comprendre, même un instant, que nous sommes rien. Dans le cosmos, la confrontation au monstre nous effraie en soi, mais nous confronte à l'idée d'autant plus effroyable que nous ne sommes qu'une note infime dans une symphonie cosmique incompréhensible. Lovecraft, écrivain, s'est sûrement inspiré des philosophes qui, à leur manière, ont exploré la place marginale de l'homme dans un monde infini, indifférent ou déterminé, ainsi que les limites de la raison humaine face à l'abîme de l'existence. L'horreur cosmique de Lovecraft peut être aussi interprétée comme une mise en fiction de ces interrogations. Elle transpose dans le registre du récit et du symbole les intuitions philosophiques selon lesquelles l'humanité est dépossédée de sa centralité, de maîtrise et parfois même de sens. Baruch Spinoza et le déterminisme absolu, issu de Éthique, 1677. Le déterminisme absolu, selon Spinoza, repose sur l'idée que tout dans l'univers est régi par des lois nécessaires, sans place pour le libre arbitre. Citation. Dans la nature, rien n'arrive qui puisse être attribué à un défaut. Tout arrive selon la nécessité de la nature divine. Il affirme ici que chaque événement, chaque pensée, chaque action est causée par une chaîne infinie de causes et d'effets, inscrite dans la nature elle-même où tout ce qui est devait être. L'homme croit être libre, mais il est en réalité déterminé par des forces qu'il ne maîtrise pas. Nous ne sommes que des fragments d'un enchaînement cosmique. L'horreur incarne ce concept, puisque son principe même est de mettre en scène des personnages piégés dans une mécanique implacable, où leurs actions et leurs destins sont déjà tracés, même lorsqu'on a espoir qu'ils en puissent en échapper, tout ce qu'ils font les rapproche inexorablement de la catastrophe. Il n'y a jamais eu d'alternative lorsque tout est régi par un script. Martin Heidegger et la question de l'existence. Issu de Être et Temps, 1927. Heidegger ne pose pas la question « qu'est-ce que l'homme ?», mais une question plus radicale « qu'est-ce que l'être ?» Et plus précisément, qu'est-ce que l'être de l'être humain ? Ce qu'il appelle le Dasein, l'être là. Il ne voit pas l'existence humaine comme une simple présence dans le monde, mais comme une expérience active, angoissante, dont l'angst, d'être jeté dans un monde que l'on n'a pas choisi, conscient de sa finitude et obligé de se projeter vers des possibilités. Ainsi, exister, c'est être confronté à son être, dans une tension constante avec le temps, la mort, la liberté et l'absence de sens préétabli. L'horreur existentielle capte ce vertige en montrant des êtres humains désemparés face à un monde opaque, inhumain, souvent indifférent, où l'unique certitude qui est « je suis, mais je ne sais pas ni pourquoi, ni jusqu'à quand ». Blaise Pascal et le vertige des espaces infinis, issu de Pensées de 1670. Citation « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Blaise Pascal résume ici une angoisse métaphysique fondamentale. L'être humain est pris entre deux abîmes, l'infiniment grand, le cosmos, l'univers, et l'infiniment petit, l'atome et le néant. Il se sent minuscule, fragile, perdu dans un monde immense, silencieux et indifférent. Et pire encore, il a conscience de ces conditions. C'est ce qui le rend tragique. L'animal ignore qu'il va mourir. L'homme, lui, le sait. Ce vertige n'est pas juste une peur de l'espace, mais une peur de ce que l'immensité du réel dit sur nous. Notre absence de contrôle, notre isolement, notre insignifiance. L'horreur en fait une matière centrale, nous confrontant visuellement à ces espaces infinis cosmiques. Elle ne nous montre pas seulement les monstres qui peuvent l'habiter, mais un monde trop vaste, trop silencieux, trop étranger pour que nous y ayons réellement notre place. Friedrich Nietzsche et l'abîme, issu de Par-delà le bien et le mal de 1886. L'abîme symbolise la confrontation avec le vide existentiel, l'absence de sens et la fragilité de la conscience humaine face au chaos du monde. Faire face à l'abîme et faire face à ce qui nous dépasse. Citation « Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme te regarde aussi. » Mais c'est aussi faire face à la possibilité de voir notre propre reflet déformé dans ce gouffre et d'en sortir ainsi profondément transformé. L'art horrifique traduit ce concept en confrontant les spectateurs à des situations où les repères s'effondrent, les réalités deviennent floues et l'humanité vacille au bord du gouffre. Et où parfois, le gouffre nous répond. René Descartes et le malin génie, issu de Méditations métaphysiques, 1641. Le malin génie, ou génie trompeur, est une expérience de pensée radicale dans laquelle Descartes imagine un être tout-puissant dont le seul but serait de nous tromper en permanence jusque dans les choses que nous croyons les plus certaines. Nos sens, la logique, les mathématiques même. L'objectif n'étant pas d'affirmer l'existence de ce génie, mais de tester la solidité de nos certitudes. Et si tout ce que je crois savoir était fabriqué de toutes pièces par une force trompeuse ? Et si le réel lui-même n'était qu'un mirage sans fondement fiable ? Ce doute extrême conduit à dépouiller toute connaissance, jusqu'à ne plus pouvoir douter de sa propre existence comme pensée. Je pense, donc je suis. L'horreur s'empare de ce contexte en créant des univers où la perception est trompeuse, où une force invisible manipule le monde, rendant tout instable, incertain, menaçant. Ce n'est alors pas seulement ce qu'on voit qui fait peur, mais aussi que rien de ce qu'on voit ne peut être réel. Arthur Schopenhauer et la volonté aveugle.
issu de Le Monde comme volonté et comme représentation, 1818. La volonté serait une force irrationnelle et impersonnelle qui sous-tend toute existence. Schopenhauer la décrit comme un élan vital inconscient, indifférent au désir humain, nous condamnant à une existence marquée par la souffrance et la lutte incessante. L'homme n'est qu'une incarnation de cette volonté, poussé par des instincts qu'il ne contrôle pas, sans but ultime, ni répit possible. L'horreur l'incarne en montrant des formes de vie et des pulsions qui échappent au contrôle et à la compréhension humaine, où vouloir vivre devient une malédiction, nous renvoyant à notre propre lutte vaine contre un destin indifférent. Zdzisław Beksiński, 1929-2005. Peintre polonais célèbre pour ses toiles à l'esthétique sombre, cauchemardesque et visionnaire. Il représente des paysages apocalyptiques empreints de solitude, il peint en sorte l'après. Après la mort, après la fin de l'humanité, après l'effondrement du sens. Il illustre les thèmes de l'apocalypse, l'insignifiance humaine, l'angoisse métaphysique, à travers des décharnements, des ruines et des figures spectrales. Son style est marqué par un surréalisme macabre, un expressionnisme et des visions oniriques. Ces visions, à l'absence totale de narration explicite, traduisent une angoisse plus profonde, celle d'un monde où toute signification s'effondre, où l'humanité se réduit à un vestige éphémère voué à disparaître. Il rappelle le cosmicisme nihiliste. Nous ne sommes rien face au temps et à l'univers, et notre disparition n'aura aucune importance. Par rapport à Lovecraft, en continuant sur le cosmicisme, l'horreur vient de la prise de conscience que l'humanité est insignifiante face à un univers immense et indifférent. Elle évoque l'absurde et l'impossibilité de donner un sens à l'existence dans un cosmos chaotique et impersonnel. Ces créatures déformées et ces mondes en ruine illustrent l'absurdité et la souffrance d'une existence dominée par une force sans but, rappelant par exemple la volonté aveugle de Schopenhauer. Alien, par Ridley Scott, 1979. Une rencontre avec une créature qui représente l'horreur de l'inconnu, l'indifférence du cosmos. L'espace n'est pas un lieu de conquête glorieuse, mais un vide froid et impitoyable, où la vie humaine est insignifiante face aux forces qui l'habitent. Le vaisseau Nostromo est perdu dans une immensité indifférente, et lorsqu'il rencontre le xénomorphe, il devient évident que l'univers n'a ni sens, ni pitié. Par rapport à Nietzsche et l'abîme, en explorant l'inconnu, nous risquons de nous y perdre. En rapport avec Lovecraft et l'indifférence cosmique, l'univers ne se soucie ni de notre existence, ni de notre survie. Alien suggère alors que l'humanité n'est pas une espèce dominante, mais en fait une proie dans un univers où seule la biologie la plus implacable survit. Chaque événement du film semble suivre un enchaînement inéluctable. Le parasite, l'incubation, l'éclosion, la traque. Tout est déjà écrit et l'équipage est condamné dès le premier contact. Le tout est notamment orchestré par un androïde espion, H. 2001, l'Odyssée de l'espace, par Stanley Kubrick, 1968. 2001 est souvent perçu comme un film de science-fiction contemplatif et philosophique. Cependant, en l'analysant sous le prisme de l'horreur métaphysique et cosmique, il révèle une expérience d'effroi face à l'inconnu. Son approche minimaliste, son refus d'expliquer et son esthétique froide contribuent à une horreur qui dépasse l'humain et place le spectateur face à l'abîme du cosmos et du sens. Le monolithe noir, entité omniprésente du film, est un artefact d'une intelligence supérieure, mais dont les motivations restent totalement obscures. Il est filmé comme une présence menaçante, toujours immobile, silencieuse et énigmatique, à la manière des entités Lovecraftiennes incompréhensibles par l'esprit humain. Sa simple apparition provoque des transformations irréversibles, comme l'éveil de la conscience chez les primates, la mission vers Jupiter, la métamorphose finale de l'homme. Le film ne donne jamais de réponse claire sur la nature du monolithe, ce qui crée un vertige existentiel. L'humanité est confrontée à une force qui la dépasse totalement. Kubrick filme l'espace comme un désert mortel, sans aucune chaleur ni compassion. Les plans lents et contemplatifs accentuent l'infinité glaciale du cosmos, où le silence devient une oppression psychologique. Dans 2001, les humains sont de plus en plus réduits à des pions face aux forces cosmiques. Les primates sont dominés par le monolithe, ou alors l'ordinateur HAL 9000 prend le dessus sur les astronautes, symbolisant la dépossession de l'humain par ses propres créations. Dave Bowman, dernier survivant, est absorbé dans un voyage au-delà du réel, dissous dans une transcendance incompréhensible. L'espace devient alors un cimetière impersonnel où l'humain n'a ni poids ni contrôle sur son destin. Le film peut clairement faire écho à Schopenhauer à la volonté aveugle, où l'univers semble gouverné par une force impersonnelle qui façonne l'humanité sans lui laisser d'autre choix que d'évoluer ou de disparaître. Soma, de Frictional Games, 2015. Soma confronte le joueur à la perte d'identité et à l'illusion du libre arbitre, posant la question « Si notre conscience peut être copiée, sommes-nous encore vraiment nous-mêmes ?» Le joueur découvre que l'humanité a été anéantie par un cataclysme, laissant derrière elle une station sous-marine où des intelligences artificielles et des copies de conscience humaine subsistent. Une technologie errante dans un monde vidé de sens. L'horreur vient ici du doute. Suis-je une simple copie ? Ai-je jamais été moi ? Tout au long du jeu, le joueur prend des décisions éthiques troublantes. Faut-il tuer des intelligences artificielles qui pensent être humaines ? Transférer l'humanité restante dans une simulation est-il un véritable salut ? Est-ce que l'être humain peut survivre sous forme numérique ? L'ultime question posée par le jeu,
Mieux vaut-il une immortalité illusoire ou accepter la fin de l'humanité ? En rapport à l'abîme de Nietzsche, en explorant sa propre nature, le protagoniste réalise qu'il n'est plus humain au sens biologique. L'abîme qu'il scrute, la question de l'identité et de la continuité de la conscience, finit par le consumer.